Madame la Présidente. Je réitère ma joie d'être là parmi vous. Et donc, je vais vous parler, est-ce que finalement on peut prévenir le diabète? Quand j'ai préparé cet exposé, je me suis dit finalement les choses sont très simples. D'ailleurs, les discussions que nous venons d'avoir le montrent. Finalement, le problème est réglé. C'est une maladie qui est quand même héréditaire, le diabète de type 2. Donc, il suffit d'appliquer à tous les membres de la famille ce que le diabétologue demande aux patients, aux parents qui est atteint. Bon, on dit à toute la famille, vous faites ce qu'on demande à votre père ou à votre maman. Et puis, ça serait probablement le meilleur moyen pour prévenir le diabète, le moins cher et probablement le plus efficace. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que tout ce qui est recommandé aux diabétiques ou aux prédiabétiques sont en réalité des recommandations de l'OMS pour la population générale, pour tout un chacun. C'est-à-dire manger équilibré, contrôler son poids, faire de l'exercice au moins 150 minutes par semaine. Donc finalement, je pourrais presque m'arrêter là. Et voilà finalement ce que j'ai décidé de voir. Rappeler que le diabète est une maladie héréditaire. Quand on dit ça, on se dit finalement, si c'est héréditaire, ça veut dire que nos interventions ne servent à rien, puisque tout est dicté par les gènes. On verra que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dépister les sujets à risque? Est-ce que chez les sujets à risque, on peut prévenir ou retarder la survenue du diabète? Et puis enfin, je pense que c'est la question la plus importante, c'est ce qui a été déjà discuté précédemment, c'est comment on peut faire en pratique et est-ce qu'on a des données en vie courante qui montrent qu'on peut prévenir le diabète chez les sujets à risque. Alors le diabète est une maladie héréditaire, je ne vais pas redire ce que nous a dit le professeur Titovic pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, il y a une forte susceptibilité génétique, comme vous le savez. Et puis pour les diabètes monogéniques, qui représentent quand même 2 à 5% des diabètes, eh bien, il y a une transmission mendélienne. Donc c'est peut-être là où l'hérédité est le plus simple. Alors, je voudrais revenir au diabète de type 2, puisque c'est le sujet. Vous savez que le diabète de type 2, c'est un fond d'insulinorésistance et c'est une anomalie de l'insulinosécrétion. Bernard Baudusseau nous a rappelé qu'il y avait un état de prédiabète qui était caractérisé par un hyperinsulinisme. C'est vrai et c'est pas vrai, car en réalité, quand on regarde l'insulinosécrétion efficace, c'est-à-dire l'insulinosécrétion précocement au cours du repas, eh bien, on se rend compte qu'il y a un déficit. Cette phase précoce est effondrée et elle est déjà abaissée avant même le stade de prédiabète. Ces deux paramètres métaboliques sont déterminés par des facteurs génétiques, également par des facteurs environnementaux. Vous savez, on va en parler cet après-midi, je crois. Il y a à peu près 135 variants génétiques qui ont été retrouvés associés au diabète de type 2. Eh bien, quand on les associe tous ensemble, ces variants génétiques, on arrive à en expliquer moins de 10% de l'héritabilité du diabète de type 2. Donc, ça renforce l'importance des facteurs environnementaux. Vous connaissez bien le mode de vie, le vieillissement aussi. Vous savez que le vieillissement est un déterminant majeur de l'épidémie du diabète, mais également, et je crois qu'Anne Vambert va en parler un peu cet après-midi, les altérations du milieu intra-utérin qui peuvent programmer la survenue ultérieure de diabète de type 2. Alors, les patients à risque. Alors, je dirais un des premiers marqueurs du diabète de type 2 qui a été extrêmement bien documenté dans la littérature, c'est les intolérants au diabète, les intolérants au glucose. À l'époque où on faisait des hyperglycémies provoquées par voie orale pour dépister le diabète. En tout cas, en France, l'hyperglycémie provoquée par voie orale n'est plus recommandée pour le dépistage du diabète. Ça coûterait trop cher. Il y a trop de patients à dépister, trop d'individus à dépister. Ce test n'est maintenant réservé qu'au cours de la grossesse. Le diabète gestationnel est un marqueur majeur chez les femmes de développer ultérieurement un diabète de type 2.
Et puis on verra qu'il y a de plus en plus de modèles de prédiction qui sont basés sur des critères relativement simples, mais pas que. Alors l'intolérance au glucose, vous connaissez ces 5 études randomisées qui se sont posé la question, est-ce que modifier le mode de vie des individus avec un accompagnement musclé, est-ce qu'on peut prévenir le diabète de type 2? Et là, je vous ai remis pour les 5 études internationales, enfin les 5 études qui ont été publiées, l'évolution du groupe contrôle. C'est des individus qui étaient au départ tous intolérants au glucose. Et vous voyez que eh bien, la prévalence du diabète chez les intolérants au glucose est très élevée. Pour les Chinois, c'est 67% à 6 ans. Les Finlandais, c'est 23% à 3 ans. Les Américains, presque 20% à 3 ans aussi, etc. Donc, quelqu'un qui a une intolérance au glucose, eh bien, il va devenir diabétique de type 2 à coup sûr. Le diabète gestationnel, je vous ai montré ici une des dernières études de la DPP, qui est l'étude de prévention du diabète américaine. On a suivi les individus ensuite pendant 10 ans après les programmes. Et dans le groupe contrôle, ceux qui n'ont pas été entraînés ni soumis à des programmes d'activité physique importants, eh bien, vous voyez que le fait d'avoir présenté un diabète gestationnel double le risque de devenir diabétique de type 2. Donc le diabète gestationnel est un marqueur majeur de futur développement du diabète de type 2. Alors dans cette revue, en fait, ils ont analysé toutes les équations de risque et essayé de voir finalement quels étaient les déterminants le plus souvent retenus dans ces équations de risque de développer un diabète de type 2. Alors on retrouve évidemment l'histoire familiale du diabète, on retrouve l'âge, on retrouve l'indice de masse corporelle, on retrouve le tour de taille, on retrouve le diabète gestationnel, on retrouve l'hypertension artérielle, l'ethnicité. Donc on retrouve tout finalement les déterminants qu'on connaît bien nous cliniciens. Et d'autres facteurs ont été aussi inclus. Je vous en donnerai quelques exemples. Et là, ce sont des facteurs finalement de mode de vie, notre capacité à faire de l'activité physique, à manger des légumes, des fruits, la consommation de café, la consommation de viande rouge, etc. Alors, je prends un exemple. Monsieur Jacques, il a 26 ans, il est agent de sécurité à Paris. Sa mère était diabétique de type 2, elle vit toujours. Il fume. Vous voyez qu'il est assez costaud, 85 kg, 1,65 m, avec un tour de taille qui est au-delà du seuil de risque. Il a une pression artérielle plus que limite. Il a un HDL cholestérol bas, une hypertriglycéridémie, caractéristique du diabète de type 2. Et quel est le risque de développer un diabète de type 2 chez monsieur Jacques? Alors, une des premières équations, c'est l'équation finlandaise, qui ont été basées sur une étude longitudinale et confirmée sur une deuxième étude longitudinale. Vous voyez que les critères sont assez simples. L'âge, l'indice de masse corporelle, le tour de taille, est-ce que vous faites de l'exercice au moins 30 minutes, est-ce que vous mangez des légumes, des fruits, des baies, est-ce que vous avez une médication antihypertensive, est-ce que votre médecin vous a déjà parlé, vous avez une glycémie un peu limite à certaines circonstances, et puis est-ce que vous avez des antécédents familiaux de diabète de type 2. Alors, vous additionnez, et puis vous voyez que pour monsieur Jacques, il a 12, et ça correspond à 10 ans, un risque de 17% de devenir diabétique de type 2 en Finlande, parce que c'est une étude finlandaise. Voici un score de risque français à partir d'une étude longitudinale qui est l'étude de Désir, 3000 individus de la population générale, suivis 9 ans. Là-dedans, 300 individus sont devenus diabétiques de type 2. Et vous voyez que là, c'est encore plus simple. On distingue les hommes et les femmes. Il y a le tour de taille qui est extrêmement important, et puis l'existence d'une hypertension artérielle. Monsieur Jacques, là, il a un score à 5, ce qui correspond, en France, à un risque de 30% à 9 ans de développer un diabète de type 2.
Vous voyez que le risque il diffère d'un pays à l'autre. Et puis enfin, là, je vous montre l'étude Stop NIDDM, qui est une étude nord-américaine. Ils ont utilisé la carbose pour prévenir le diabète de type 2 chez les sujets à risque. On retrouve le même type de questions, mais dans cette étude-là, les individus étaient tous intolérants au glucose. Donc si M. Jacques avait été intolérant au glucose, eh bien, il aurait, à 2 ans et demi, un risque de développer un diabète de type 2 de 47%, ce qui est extrêmement élevé. Mais encore une fois, là, il faudrait que M. Jacques vive aux États-Unis et au Canada. Donc finalement, je n'ai pas de scoop, je suis désolé. C'est assez simple de détecter les patients à risque de devenir diabétiques de type 2. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète de type 2 chez les sujets à risque? Je vous remets les 5 études qui ont été publiées. Elles sont assez similaires dans le type de design, c'est-à-dire que ce sont des études qui sont randomisées, avec un groupe où l'accompagnement sur l'activité physique et l'alimentation équilibrée était très très accompagné. Et d'ailleurs, si l'objectif pondéral qui était de moins de 5 à 7% n'était pas obtenu à 6 mois, en général, on les enfermait pour arriver à cet objectif-là. Et vous voyez que grosso modo, dans le bras modification du mode de vie, eh bien, on diminue le risque de développer un diabète de type 2 de l'ordre de 50%. C'est assez homogène d'une étude à l'autre. Alors, les modifications de mode de vie, dans ces études randomisées, ça marche. Ça ne marche pas à 100%, mais ça marche. Qu'en est-il des médicaments? 2 des études précédentes avaient un bras metformine, et vous voyez que le bras la metformine, ça marche aussi, mais ça marche moins bien. Vous voyez, 25, 26, 31% de réduction du risque de développer un diabète de type 2. Ce qui marche le mieux, c'est ce que vous montre ce tableau, c'est les glitazones. Vous voyez, les glitazones dans la DPS, l'étude américaine, eh bien, 75% de réduction du risque. La proglitazone avait été arrêtée pour des raisons de toxicité hépatique. Mais les 3 autres études de prévention avec le glitazone, vous voyez qu'on est au-delà de 55-60% de réduction de risque. Donc ça fait probablement un peu mieux que l'activité physique et que l'alimentation équilibrée. La carbose, que vous voyez ici dans l'étude Stop NIDDM, une diminution de 35% du risque de développer un diabète. Et puis, vous avez l'orlistat, qui est un inhibiteur de lipase. Et vous voyez, là aussi, on a un effet qui est significatif avec une diminution du risque de développer un diabète de l'ordre de 35%. Alors ça, c'est une diapo pour Bernard Charpentier et M. Jaffiol. C'est la chirurgie bariatrique. Quand on regarde la Swedish Obesity Surgery Study, je vous rappelle que c'était une étude qui n'était pas randomisée au départ, on donnait le choix aux patients. C'était des super obèses, ils avaient plus de 40 kg par mètre carré d'indice de masse corporelle. Et bien, vous voyez qu'à 15 ans, il y a une réduction du risque de développer un diabète de type 2 de 72% dans le bras opéré, ce qui est assez important. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Excusez-moi. Alors, ce qui est intéressant avec les études de modification du mode de vie, et ça a été montré pour l'étude chinoise 20 ans après, pour l'étude finlandaise 7 ans après, et pour l'étude américaine, c'est la figure de droite. Vous voyez que même après l'arrêt de l'intervention, on garde une réduction du risque de développer un diabète de l'ordre de 40%. Et ce que vous voyez à gauche, c'est le poids. On arrête l'intervention, vous voyez que les patients reprennent du poids, et malgré cette reprise du poids, eh bien, on observe toujours une réduction du risque de développer un diabète de l'ordre de 40%. Alors la dernière partie, c'est qu'est-ce qu'il en est en conditions de vie courante. Alors, il y a assez peu de choses de publiées, comment finalement appliquer ce qui a été fait dans ces programmes de prévention du diabète, en particulier avec les modifications du mode de vie, sur des individus à risque en conditions de vie courante.
Vous voyez, cette revue, elle a dénombré 17 études environ. Dans ces 17 études, ils ont appliqué ce qui a été fait dans la DPP ou la DPS, c'est-à-dire grosso modo activité physique 150 minutes par semaine, une diminution du poids de l'ordre de 5%, avec une restriction calorique, une diminution des apports lipidiques, etc. Et ce que vous voyez, c'est que c'est efficace sur le poids, mais ce n'est pas efficace, grosso modo, sur le tour de taille et l'homéostasie glucidique. La conclusion de ces auteurs, c'est de se dire finalement, ces expériences de vie courante sont très hétérogènes et ne nous permettent pas de conclure sur l'efficacité des programmes de prévention en conditions de vie courante. Donc pour conclure, je dirais que le diabète de type 2 est une maladie héréditaire, bon, que cependant il existe des scores de risque qui sont basés sur des critères simples et qui ont été validés, que le diabète, dans des conditions d'études randomisées, contrôlées chez les patients à haut risque, peut être prévenu ou retardé par des modifications du mode de vie, par des médicaments, hein, la metformine, la carbose, le TZD. On peut suggérer la chirurgie bariatrique chez le très gros et on peut conclure également que l'application de la prévention du diabète de type 2 en vie courante n'a pas fait encore ses preuves et ça mérite d'être encore fait et d'être bien évalué. Je vous remercie pour votre attention. Merci de cette excellente présentation qui va donner lieu, j'espère, à une abondante discussion. Я так понимаю, что вопросы сейчас просто повалятся. Merci pour cette présentation intéressante. Ma question est la suivante. On a vu que les modifications du style de vie et les régimes, ça marche. On sait, dans les patients, que c'est difficile à mettre en place en application. Quand on compare au problème du cholestérol, là le régime ne marche pas bien et on utilise des médications. Vous avez cité un certain nombre de médications qui marchent en définitive, pas si mal que ça. Est-ce que, compte tenu du fait que les modifications du régime, du mode de vie sont difficiles à mettre en place, les diabétologues ne vont pas se dire qu'il faut, dans ces circonstances-là, utiliser des traitements, les choisissant bien parmi ceux qui ont été utilisés. Ouais, je pense que c'est effectivement une vraie question. Jusqu'à quand on peut culpabiliser les individus qui n'arrivent pas finalement à tenir sur la durée, parce que ça c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que la chirurgie bariatrique a tellement pris le dessus? Parce que la chirurgie bariatrique, on a arrêté de culpabiliser les gens, parce qu'on ne sait pas faire maigrir les gens en cours, on ne sait pas. Quand on voit la SOS Study, la Swedish Obesity Study, quand vous voyez le groupe contrôle, qui était quand même des gens qui étaient surveillés, quand il y avait un médicament anti-obésité qui n'était pas encore retiré du marché, ils les ont eus, ils avaient une batterie de diététiciens derrière eux. On ne sait pas faire maigrir les gens. Mes aînés disaient tu ne fais pas maigrir, mais au moins tu les empêches de prendre du poids. C'est ce qui est le cas dans la SOS Study. Donc moi je pense que c'est une vraie question. Après il y a le coût. Ça a été estimé, hein, par exemple pour la DPP. Je crois que le coût par diabète économisé avec les modifications de mode de vie, c'est $2500. Et avec la metformine, c'était un peu plus cher, $2600. Mais si, à mon avis, si on va plus loin dans le temps, je pense que les médicaments comme la metformine seraient beaucoup moins chers. Диабет в короткой перспективе дешевле, однако медикаментозное лечение в долгой перспективе будет дешевле. Je reprends une casquette haute qui est une casquette de Bruxelles ou bruxelloise, qui est au niveau du Parlement européen des problèmes vis-à-vis de, effectivement, du diabète et de l'obésité qui ont été déclarés comme une action prioritaire en Europe. Et en particulier s'opposent au Parlement européen deux conceptions. La conception scandinave du Nord, qui veut dire qu'il faut aller sur l'éducation, et on sait que dans la famille, c'est la mère qui colle l'obésité des enfants,
à 75% d'écart, alors que le père ne peut pendant 25%. Donc c'est la petite fille dont il faut s'occuper parce qu'elle va le transmettre et en plus elle va apprendre à mal cuisiner à sa petite fille. Donc il y a le côté prévention que tu as insisté, et puis il y a le côté sud de l'Europe qui est pour l'hygiénotaxe, c'est-à-dire on taxe tout le temps. Alors les Français sont les favoris de la taxe parce que je dis ça dans nos amis russes, mais en France on a une pression fiscale quand même à 54,2. Donc en fait, ça veut dire simplement que les Français poussent à taxer tout. Le problème, c'est qu'il y a des lobbies qui résistent à Bruxelles à la taxe. Et deuxièmement, c'est difficile d'augmenter à $1 million le litre de Coca-Cola. Donc comment arriver en Europe, sur les 27, parce qu'on est plus 28, donc à essayer d'avoir une action coordonnée entre la taxe au sud et la prévention au nord, et comment se situe la Russie dans cet égard-là? Est-ce qu'elle est du côté sud à la taxe, au côté nord à la prévention? C'est important parce que c'est deux conceptions différentes de la santé et du global health. Je vais donner la parole à nos collègues russes, mais moi je dirais que les politiques là ont une responsabilité majeure. Bernard, c'est vous qui êtes à Bruxelles, vous vous démerdez. Moi je dis, vous démerdez. Mais je peux donner un très bon exemple. C'est à l'école de mes enfants, par exemple. Normalement, à l'école, je crois qu'il y a eu un décret, je parle, il me semble, comme quoi les distributeurs ne doivent plus distribuer de soda ni de barres hypercaloriques. Et quand on en parle au superviseur, il dit, oui, mais moi, c'est là où j'ai un petit peu d'argent, un petit peu de liquide, donc je suis obligé de maintenir. Donc il n'y a pas que les taxes aussi, je pense qu'il y a aussi, on est sur un système qui vit beaucoup de ces mauvaises habitudes et de cette malbouffe. Je vais peut-être donner la parole à notre collègue Марина. Марина, как у вас дела обстоят? Все-таки это налоги или это все-таки образование? Нет, пока это не налоги. On est loin de la taxation, ça c'est sûr. Это больше образование. Il s'agit chez nous plutôt de l'éducation et de la prévention. Россия сейчас, вот как раз вот в эти вот буквально в этом году будет принята стратегия профилактики неинфекционных заболеваний. Их 4 неинфекционных, ну, включая сахарный диабет. Это в рамках ВОЗовской программы будет делаться. Кстати, ВОЗовская программа подразумевает к 2020 году остановить эпидемию сахарного диабета и ожирения. Я не очень представляю, как они собираются это сделать. Мы предлагаем вот именно в России снизить темпы прироста. Вот кто-то говорил эту фразу здесь сегодня. А не совсем остановить рост, это нереально. Ну, какие программы в России? Это образование на уровне школ, студенты, на рабочих местах. Это мотивация работодателей. Ну, условно, так скажем, тоже следить за здоровьем своих людей, которые у них работают. Одним из элементов. Je sais pas pourquoi il y a du brouillage. Что-то можно сделать с микрофоном? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le micro? Peut-être éteindre un micro ou un portable, je sais pas. У кого-то телефон, это точно у кого-то телефон. Выключите телефоны, пожалуйста. Это сбивает вот эту систему. Je demande d'éteindre les téléphones portables pour ceux qui l'utilisent. Vous voyez, on a du brouillage important dans le système de traduction. Очень хорошо. Один из моментов профилактики, в частности, неинфекционных и других заболеваний онкологических, это диспансеризация, которая у нас в стране была традиционно в советские годы, потом она умерла, сейчас мы ее возобновляем. То есть своевременная диагностика заболевания – это тоже профилактика, по сути дела, тяжелых стадий. Поэтому сейчас у нас возобновляется диспансеризация на выявление своевременного диабета, онкологических заболеваний и так далее. То есть один из элементов. Ну, в частности, мотивация. Да? Работодатели мотивируют некоторые своих рабочих на то, что мы не продлим с вами контракт на продолжение работы, пока вы не пройдете вот это самое регулярное медицинское обследование.
Si vous n'allez pas passer ce screening obligatoire в отношении налогов на ожирение у нас такого en ce qui concerne la нету. taxation pour У нас, к l'obésité, сожалению, non, on n'a продолжается pas comme реклама ça. фастфуд по телевидению. Malheureusement, Ну, как и у вас, le я так fast-food поняла. est toujours dans les pubs de télé, comme en France У d'ailleurs. нас активировалась очень сильно работа по физической Mais активности. beaucoup de choses ont fait Велодорожки pour вы сейчас тоже promouvoir можете видеть везде в Москве l'activité и в других physique, городах les России. pistes cyclables en France, à Moscou et dans les autres Все villes. бегают. Des gens Все бегают. Вот посмотрите, зайдите в наши парки, все бегают, от мала до велика. В парках установлены турники, спортплощадки, все могут заниматься свободно этим, ну, если хорошая погода. То есть вот таким способом мы боремся с ожирением. C'est plutôt ça, comment on lutte contre l'obésité. Y a-t-il d'autres questions? Другие вопросы? Oui. Прошу вас. Насколько я поняла, генетическую составляющую в развитии диабета второго типа никто не отрицает. А можно немножко поподробнее на эту тему? Vous ne pouvez pas élaborer sur les facteurs de risque génétiques pour le diabète type 2. Ce que j'ai dit simplement, c'est que la question est la suivante. Est-ce qu'on peut vraiment balayer la génétique dans la prédiction du risque? Je ne suis pas généticien, mais je pense que les faits sont là. C'est-à-dire que les nouvelles équations de risque génétique, pour pouvoir être significatives, rajoutent des critères cliniques. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, la génétique, je parle pour le diabète de type 2, pour la prédiction du risque du diabète de type 2, pour moi, a un poids bien inférieur par rapport à mesurer un tour de taille, par rapport à peser un malade, par rapport à voir s'il est hypertendu, s'il est hypertriglycéridique. Веса, массы тела и обхвата талии. Там генетику не забывать нисколько, ни в коем случае нельзя. У меня два таких вопроса коротких. Первый. Как вы относитесь к феномену метаболически здорового ожирения? Верите ли вы в этот термин, в существование такого метаболически здоровое ожирение? Donc, c'est quand l'obésité n'est pas une maladie, mais un fonctionnement normal de l'organisme. Est-ce que vous croyez en cette notion? Oui, donc la question, c'est que faire finalement des obésités métaboliquement saines? Métabолически здоровое ожирение, правильно я понимаю ваш вопрос? Oui, je crois que c'est une vraie entité qui existe. Hein. On sait qu'il y a des obèses qui sont insulinosensibles. У меня были такие пациенты, et qui sont pas à risque métabolique, entre guillemets, которые не находятся в зоне риска с точки зрения их метаболизма, в кавычках я так скажу, mais qui restent parfaitement à risque des complications mécaniques de l'obésité. Donc je pense que de toute façon, il faut s'en occuper quand même. En particulier le syndrome respiratoire restrictif, les problèmes musculaires qui sont majeurs. Дыханием, со стороны сосудистой системы. Проблемы-то остаются. Deuxième question. J'ai la deuxième question. И можно второй вопрос. Тоже верите ли вы и как вы относитесь к феномену парадокса ожирения? Sur le paradoxe de la То есть, obésité. Qu'est-ce que je veux dire ну, как бы лучшее состояние здоровья у людей, у которых избыток массы тела, не ожирение, а избыток массы тела. Moi, quand je suis un peu gros, je me sens mieux. Il n'y a pas d'obésité, bien sûr, mais je ne veux pas être maigre parce que je me sens mal. En tant que diabétologue, endocrinologue, je suis assez peu confronté à ça. Je suis plutôt confronté à je suis gros, je mange rien, aidez-moi. Ну, вот пациенты, которые имеют хроническое заболевание, но имеют избыток массы тела, они легче переносят свое хроническое заболевание, нежели худые с этим же хроническим заболеванием. Нет у вас таких? Si, mais je pense que là, c'est un peu, ça se rapproche de votre question précédente. Mais je pense qu'il n'y a pas d'obésité, quand il y a un surpoids. Et je crois que ce surpoids n'est pas associé aux paramètres physico-biochimiques
habituellement délétère, moi je vois pas de raison de l'embêter. Hein. Je crois que on commence à redéfinir les chiffres qui associent le surpoids et les morbidités cardiovasculaires. Ça dépend énormément de l'âge. Et je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas traumatiser quelqu'un qui a 60 ans, qui est en surpoids, s'il n'a aucune complication métabolique de l'obésité ou du surpoids, plutôt dans le surpoids. Il y a d'autres questions? Merci. Alors moi, Une question là-bas, monsieur. По-моему, там вот кто-то хочет с первого ряда задать. Спасибо большое за Merci очень beaucoup интересный de доклад. votre У меня présentation. два вопроса. J'ai deux questions. Первый вопрос это Première, именно по вашему докладу. Первый вопрос в отношении исследования, которое вы qui показали, concerne шведского, по l'étude бариатрической хирургии. То есть вы показали как пример возможности метаболической хирургии, упреждения развития сахарного диабета, ремиссии сахарного диабета, но allez, je vais mettre prévenir исследование нельзя считать le diabète. примерным по Mais ce n'est pas нескольким une причинам. Вы étude упомянули, что это было exemplaire. не рандомизированное. C'est vrai, Но, кроме всего parce que c'était прочего, une étude continue. большое число людей выпало из этого И исследования. Мы не я знаем, какие исходы были у людей, которые не вошли в окончательный анализ. C'est clair. И, наконец, очень важный момент, то, что в этом исследовании используются те методы бариатрической хирургии, Dans cette которые на étude, сегодняшний день не рекомендуются. То есть les méthodes в utilisées большинстве случаев использовались sont celles qui ne sont pas recommandées maintenant, менее эффективные и qui sont moins более efficaces проблематичные методы. et У меня qui вопрос. engendrent plus de Не пришло ли время помочь нашим коллегам-хирургам организовать правильные исследования со всех точек зрения, для того, collègues чтобы d'organiser иметь une étude реальный вопрос, bien faite, то есть ответ bien на cadrée, вопрос, может ли бариатрическая хирургия в ряде показаний действительно быть решением вопроса предупреждения afin de развития résoudre complètement ou pas complètement le développement futur du diabète sucré type 2. Ça, c'est la première. Moi, je vous remercie pour cette excellente remarque, parce que c'était un peu malhonnête de ma part de mettre cette étude-là, parce que c'est une étude qui n'a pas été faite pour prévenir le diabète de type 2. Une étude qui a été faite pour à visée pondérale uniquement. Donc, c'est vrai que c'est un biais. Le deuxième biais, c'est que c'est pas une étude randomisée, je suis tout à fait d'accord, mais les résultats sont quand même assez démonstratifs. Parce que les données statistiques sont très très solides dans cette étude. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut probablement avoir plus d'individus, peut-être se poser cette question au départ et de débuter une étude. Mais je trouve que c'est quand même un peu sévère de débuter une étude de prévention du diabète par la chirurgie bariatrique. Je pense que là, il faut qu'on réfléchisse bien sur ce qui est éthiquement faisable. Oui, je suis d'accord avec vous. Deuxième question. Souvent, on parle de l'administration de métformine pour des gens en prédiabète, en se basant sur des études différentes et ainsi de suite, confondues avec le changement du régime et ainsi de suite. Et vous avez démontré le Diabetes Prevention Program des États-Unis, et autant que je sache, dans les groupes avec métformine, à la fin de l'étude, pendant 10 ans, le pourcentage de rémission était plus important que dans le groupe changement de vie unique, sans médicament. Donc pensez-vous que c'est le médicament qui fait ça, et est-ce qu'il faut changer des règles de prévention tenant compte des médicaments qui sont développés maintenant? Mais je pense que ça nous ramène à la discussion qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que la question posée d'une médication pour prévenir le diabète de type 2, je pense qu'elle reste posée, cette question. Dans l'étude DPP Outcome, c'est-à-dire 10 ans après, le bras metformine reste, en termes d'incidence du diabète, incidence cumulée, entre le groupe contrôle et le groupe activité physique. Donc on reste quand même à une supériorité des modifications du mode de vie par rapport à la metformine. Mais la metformine reste supérieure
par rapport au contrôle dans la prévention du diabète de type 2 dans cette étude. Je comprends, mais dans cette étude, quand on a terminé cette étude, les gens qui avaient leur thérapie de metformine, les récidives étaient plus bas comme nombre que dans le groupe qui ne recevait pas de thérapie comme ça. Donc la metformine quand même a des conséquences plutôt positives. 20% de différence. 20% de différence par rapport à 40% de différence, enfin de risque relatif, de diminution du risque avec les modifications du mode de vie. Autre question.